le Concorde pouvait traverser l'Atlantique en seulement 3 heures, transformant ce qui prenait une journée entière en un simple vol matinal. Pourtant, cet avion révolutionnaire a complètement disparu de nos cieux. Comment un symbole aussi puissant de l'ingénierie humaine a-t-il pu s'effacer aussi brutalement de l'histoire de l'aviation? L'histoire du Concorde commence dans les années 60, à une époque où l'humanité rêvait de conquérir les limites du possible. Deux nations, la France et la Grande-Bretagne, décident d'unir leurs forces pour créer quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce n'était pas simplement un avion plus rapide, c'était une déclaration d'intention, une démonstration que l'Europe pouvait rivaliser avec les géants américains et soviétiques dans la course technologique. Imaginez un instant ce que représentait le Concorde à son époque. Cet appareil élégant, avec son nez distinctif et ses lignes futuristes, incarnait tout ce que l'humanité pouvait accomplir quand elle mettait son génie au service de l'innovation. Les ingénieurs français et britanniques avaient résolu des défis techniques qui semblaient insurmontables. Ils avaient créé un moteur capable de propulser un avion civil à plus de 2 fois la vitesse du son, développé une structure capable de résister aux contraintes thermiques extrêmes du vol supersonique et conçu une aérodynamique révolutionnaire. Le premier vol du Concorde en mars 1969 a marqué un tournant dans l'histoire de l'aviation commerciale. Soudain, les distances qui séparaient les continents semblaient rétrécir. Paris-New York en 3h20 au lieu de 8 heures. Londres-New York dans le même temps record. C'était une révolution qui promettait de transformer complètement notre rapport au voyage et à la distance. Mais le Concorde n'était pas seulement une prouesse technique, c'était devenu un symbole de prestige absolu. Monter à bord d'un Concorde, c'était rejoindre un club très exclusif. Les hommes d'affaires les plus influents, les célébrités internationales, les dirigeants politiques, tous se pressaient pour vivre cette expérience conique. Air France et British Airways avaient créé bien plus qu'un service de transport. Elles avaient inventé un art de vivre, une expérience premium qui justifiait des tarifs astronomiques. L'intérieur du Concorde reflétait parfaitement cette philosophie du luxe. Chaque détail était pensé pour créer une atmosphère d'exception. Le service à bord était irréprochable, la gastronomie raffinée et l'expérience globale transcendaient le simple fait de se déplacer d'un point à un autre. Les passagers ne payaient pas seulement pour gagner du temps, ils investissaient dans un statut social, dans la possibilité de dire qu'ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire. Cette stratégie marketing fonctionnait remarquablement bien pendant les premières décennies d'exploitation. Le Concorde générait des profits substantiels malgré des coûts d'exploitation considérables. Les compagnies aériennes pouvaient justifier des prix élevés parce qu'elles offraient quelque chose d'unique, d'irremplaçable. La clientèle était fidèle et prête à payer le prix fort pour cette expérience exclusive. Cependant, derrière cette façade glamour, des problèmes structurels commençaient déjà à se manifester. Dès les années 70 et 80, le Concorde était certes révolutionnaire, mais il était aussi profondément ancré dans les technologies et les paradigmes de son époque de conception. Contrairement à d'autres secteurs industriels où l'innovation continue permet d'améliorer constamment les performances tout en réduisant les coûts, l'aviation supersonique civile semblait figée dans une approche technologique de plus en plus obsolète. Le premier problème majeur était la consommation de carburant absolument phénoménale du Concorde. Cet avion consommait environ 20 fois plus de carburant par passager qu'un avion de ligne conventionnel. Cette consommation excessive n'était pas seulement un problème économique, elle devenait progressivement un enjeu environnemental de plus en plus préoccupant. À mesure que la conscience écologique grandissait dans la société, le Concorde commençait à être perçu non plus comme un symbole de progrès, mais comme un anachronisme polluant. Les ingénieurs et les dirigeants des programmes Concorde étaient parfaitement conscients de ces limitations, mais ils semblaient incapables d'initier une véritable révolution technologique qui aurait permis de créer une nouvelle génération d'avions supersoniques plus efficaces. Les investissements nécessaires pour développer de nouvelles technologies étaient colossaux
Et ni la France ni la Grande-Bretagne n'étaient prêtes à s'engager dans un nouveau programme de recherche et développement de cette ampleur. Cette stagnation technologique était d'autant plus problématique que l'industrie aéronautique conventionnelle continuait d'évoluer rapidement. Les Boeing et Airbus développaient des appareils de plus en plus efficaces, confortables et économiques. Les compagnies aériennes découvraient qu'elles pouvaient transporter beaucoup plus de passagers à des coûts unitaires beaucoup plus faibles, avec ces nouveaux avions gros porteurs. Le modèle économique du transport aérien s'orientait vers la démocratisation et la massification, exactement l'inverse de la philosophie du Concorde. Le modèle économique du transport aérien s'orientait vers la démocratisation et la massification, exactement l'inverse de la philosophie du Concorde. L'erreur stratégique fondamentale du programme Concorde résidait dans sa conception même en tant que produit de niche ultra-premium. Les dirigeants avaient misé sur l'idée qu'il existait un marché suffisamment large et durable pour un service de transport aérien extrêmement coûteux, mais très rapide. Cette stratégie fonctionnait tant que l'économie mondiale était florissante et que les entreprises n'hésitaient pas à dépenser des fortunes pour faire voyager leurs dirigeants dans des conditions exceptionnelles. Mais cette dépendance totale à une clientèle de niche rendait le Concorde extrêmement vulnérable aux fluctuations économiques et aux changements de mentalité. Contrairement aux avions conventionnels qui pouvaient s'adapter à différents segments de marché, moduler leur offre, ajuster leur prix, le Concorde était prisonnier de son positionnement ultra haut de gamme. Il ne pouvait pas évoluer, s'adapter, se démocratiser sans perdre son identité même. Les coûts d'exploitation du Concorde étaient structurellement incompressibles. La maintenance de ces appareils ultra sophistiqués nécessitait des compétences techniques très spécialisées et des pièces détachées extrêmement coûteuses. Les équipages devaient suivre des formations particulières. Les aéroports devaient adapter leurs infrastructures. Chaque vol nécessitait une logistique complexe et onéreuse. Ces coûts fixes énormes signifiaient que le Concorde ne pouvait être rentable qu'avec des taux de remplissage très élevés et des tarifs très élevés. L'absence de vision industrielle à long terme constituait peut-être le défaut le plus grave du programme Concorde. Contrairement à d'autres secteurs industriels où les entreprises planifient des générations successives de produits, améliorent constamment leur offre, développent des versions adaptées à différents marchés, le Concorde est resté figé dans sa conception originale. Aucune version cargo n'a été développée, aucune variante plus économique n'a été envisagée, aucun programme de recherche ambitieux n'a été lancé pour préparer l'avenir. Cette myopie stratégique s'est révélée particulièrement dramatique quand les conditions du marché ont commencé à se dégrader. Le crash tragique du vol Air France 459 en juillet 2000 a marqué un tournant psychologique majeur dans l'histoire du Concorde. Pour la première fois, cet avion réputé ultra sûr était associé à une catastrophe aérienne. L'enquête a révélé des problèmes techniques qui remettaient en question la fiabilité de l'ensemble de la flotte. L'impact psychologique de cet accident a été dévastateur pour l'image du Concorde. Les passagers qui payaient des fortunes pour voyager dans cet avion s'attendaient à un niveau de sécurité absolu. La simple possibilité d'un problème technique grave ébranlait toute la confiance du marché. Les réservations ont immédiatement chuté et les compagnies aériennes se sont retrouvées avec des avions à moitié vides sur des lignes qui nécessitaient des taux de remplissage maximaux pour être rentables. Parallèlement, le contexte économique mondial se dégradait rapidement. La bulle Internet éclatait. L'économie américaine entrait en récession et les entreprises commençaient à serrer leur budget de voyage. Les dirigeants qui voyageaient systématiquement au Concorde découvraient soudain que leurs actionnaires et leurs conseils d'administration n'étaient plus disposés à financer ces dépenses somptuaires. Les budgets voyage des grandes entreprises étaient drastiquement réduits et le Concorde était naturellement la première victime de ces coupes budgétaires. Les attentats du 11 septembre 2001 ont porté un coup supplémentaire à l'industrie aéronautique dans son ensemble, mais le Concorde a été particulièrement affecté.
Les nouvelles mesures de sécurité, l'inquiétude générale concernant les voyages aériens et la récession économique qui s'approfondissait ont créé un environnement particulièrement hostile pour un service de transport ultra premium. Simultanément, les prix du carburant commençaient leur ascension inexorable. Pour un avion qui consommait des quantités phénoménales de kérosène, chaque augmentation du prix du pétrole représentait un coup dur supplémentaire. Les compagnies aériennes se retrouvaient prises dans un étau, des coûts d'exploitation qui explosaient et une demande qui s'effondrait. L'équation économique du Concorde devenait de plus en plus impossible à résoudre. Face à cette accumulation de difficultés, Air France et British Airways ont pris la décision historique d'arrêter définitivement l'exploitation commerciale du Concorde en 2003. Cette décision marquait la fin d'une époque, la fermeture d'un chapitre extraordinaire de l'histoire de l'aviation civile. Le dernier vol commercial a eu lieu le 24 octobre 2003, mettant fin à 27 années d'exploitation commerciale. La disparition du Concorde nous enseigne une leçon fondamentale sur l'innovation et la stratégie industrielle. Avoir créé quelque chose d'extraordinaire ne suffit pas si cette création n'est pas soutenable économiquement et adaptable aux évolutions du marché. Le Concorde était indéniablement un chef-d'œuvre technologique, mais il était aussi un produit industriel qui devait répondre aux lois du marché. L'innovation véritable ne consiste pas seulement à repousser les limites du possible, elle consiste aussi à créer des solutions durables, évolutives et accessibles. Le Concorde a brillé pendant quelques décennies, mais il n'a pas su se réinventer, s'adapter, évoluer avec son époque. Il est resté prisonnier de sa conception originale, incapable de s'adapter aux nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Aujourd'hui, alors que de nouvelles entreprises tentent de relancer l'aviation supersonique civile, l'histoire du Concorde reste un rappel puissant des défis à surmonter. L'innovation technologique doit s'accompagner d'une vision stratégique claire, d'un modèle économique durable et d'une capacité d'adaptation constante aux évolutions du marché et de la société.